C'est une ville d'art et d'histoire dotée d'un patrimoine exceptionnel. Périgueux est non seulement la plus peuplée de Dordogne, mais c'est aussi l'une des plus anciennes. Aujourd'hui, c'est en compagnie de Thierry Bariteau, ingénieur du patrimoine, que je pars à la découverte des trésors de la cité. Périgueux, c'est un catalogue de périodes successives. Et voilà, c'est les transitions entre la chronologie de l'architecture d'une période vers l'autre. J'en profiterai pour vous emmener dans les ateliers de la Socra, une société de restauration archéologique créée à Périgueux en 1964, qui travaille sur les sites les plus prestigieux de France. La philosophie de notre métier, c'est la préservation du patrimoine et la transmission du patrimoine aux générations futures, en transmettant également les savoir-faire, les gestes ancestraux et en y ajoutant toute une touche de modernité. Le temps d'un détour à Périgueux, j'aimerais bien comprendre pourquoi et comment l'on devient un aventurier de l'histoire. Autant le dire, on ne peut rêver meilleur guide que Thierry Bariteau pour explorer Périgueux et ses alentours. Ce Périgordin d'origine, ingénieur du patrimoine pour le ministère de la Culture, veille depuis toujours sur les joyaux du département. Pour débuter, Thierry m'emmène dans un hôtel particulier, l'hôtel L'Estrade, qui abrite, loin des regards des passants, une merveille du XVIe siècle. Je suis vraiment surpris par la monumentalité de cet escalier qui est d'une période particulière, laquelle? Eh bien, nous sommes dans un escalier de la Renaissance française et on a la chance de découvrir un lieu magique, on va dire, avec toute son opulence, toute sa distribution des étages. On commence à comprendre qu'il faut s'ouvrir vers l'extérieur. On est dans les types d'escaliers à la française et sur plan carré, comme tu le vois, 4 colonnes qui supportent l'escalier et par paliers intermédiaires. Et nous arrivons ici à l'étage d'apparat, l'étage noble, où il y a, tu vois, les monogrammes donc des propriétaires, des commanditaires de l'hôtel particulier, de l'Estrade. Alors HS, Hautefort et les Solmignac. Et puis à côté, on va symboliser l'amour avec Vénus et Eros. C'est tout le registre, le vocabulaire de cette période antique qui revient au jour, au XVIe, avec l'humanisme, bien sûr. Quelle est la raison d'être d'un tel escalier, justement par son caractère ostentatoire, disons-le, on veut en jeter plein la vue, non, c'est ça? C'est ça. C'est merveilleux, tu vois, rien n'est pareil, aucune colonne n'est semblable. Ouais. Et surtout ce décor opulent, voilà, c'est que de la pierre. Mais l'étage supérieur, pour desservir les étages de service, ils sont en bois. N'oublie pas qu'il faut bien montrer la différence. On se trouve dans la rue Limojane. Pourquoi ce nom? Eh bien, dites Limojane parce que c'est la route qui vient de Limoges. Ah oui, tout simplement. Et oui, et grâce à cette aristocratie naissante, on s'offre la pierre, tu vois, la pierre qui est partout, là. Les portails, le bois, les belles... Hôtel de Mer et Dieu, voilà. 16e. Je vois partout hôtel, il y a combien d'hôtels particuliers dans... Sur Périgueux, une petite centaine. Ce qui est énorme, voilà. Hein. Parce qu'on arrive là... Au couvent de la Dame de la Foi. Oh, que c'est magnifique! Et voici la plus ancienne de Périgueux. On est sur une façade du XIe siècle. Là, c'est le XVIIIe, là, c'est le XVe siècle. C'est vraiment un patchwork. Regarde la belle fenêtre Renaissance. Et on va à gauche, là. On va par là. À gauche, voilà. Alors, il y a une période qu'il est quasi impossible à voir ou difficilement ici, c'est la naissance de la ville. Je te lance un petit défi. Allez, raconte-moi en 30 secondes les origines de Périgueux. Bien, il faut partir de l'époque celtique, qui était sur des monts, des hauteurs, qui pouvaient voir de loin l'agresseur. Et ensuite, il y a eu l'occupation romaine. Et là, les Romains, sans rempart, étaient tranquilles, ont bâti leur belle cité. Mais c'était une immense cité. Hein, un petit Rome, c'est un petit Rome, c'est ouais. ça. Exactement, avec son amphithéâtre, ses villas, son forum. Comment elle est née chez toi, cette passion du patrimoine? Ah, ça remonte à l'adolescence déjà. Hein. J'aime beaucoup les dessins, l'architecture. Je me vois encore avec mes dessins d'enfance. 8 ans, 9 ans, je dessinais la tour de Vaisonne déjà. Tour de Vaisonne, des vieilles pierres déjà. J'étais attiré par les vieilles pierres. Ouais.
Et ça a tracé ton chemin. Oui, exactement. Thierry m'a promis de me faire découvrir un autre lieu, là encore méconnu de tous, et qui lui aussi mérite le détour. Pour cela, il m'emmène dans l'ancien couvent Sainte-Marthe, érigé sur les vestiges des remparts gallo-romains. Vendu en 2017, le lieu accueille aujourd'hui une résidence pour personnes âgées. Mais un trésor, inaccessible au public, y a été conservé. Que cet endroit est surprenant, totalement inattendu. Où est-ce qu'on se trouve, Thierry? Et nous sommes dans la chapelle Saint-Jean, l'évangéliste, et on est au cœur d'une cité épiscopale. Cette chapelle, elle date de quand? Nos pieds sont sur des sols antiques du 3e, 4e siècle, 5e siècle. Et petit à petit, on va bâtir cette belle chapelle donc de la Renaissance. Donc 1521, le début de la construction, et pendant 15 ans, on construit ce joyau. Est-ce qu'il y a des choses, toi, qui te semblent particulièrement intéressantes à pointer du doigt? Oui, alors je vais pouvoir te montrer, regarde-moi ce décor. Voilà, donc c'est l'évêque qui a mis ses armes. Et tu as une niche, tu as un décor de pilastres, on est en plein vocabulaire de la Renaissance. Et c'est d'une finesse. Et je regarde cette voûte au-dessus de nous aussi, qui est vraiment avec des clés sublimes encore, très très bien conservées. Qu'est-ce qu'elle représente, celle-ci, là? L'homme, il a un parchemin, il a quoi? Alors là, il faut se tourner, c'est Dieu le Père. Regarde ici, c'est ce qu'on appelle un dé, une sculpture architectonique. Et il y avait une statue qu'il n'y a plus aujourd'hui. Ah oui, qui était, voilà, je comprends. Voilà, c'est le dessus de la niche, oui. Tu vois rarement un décor aussi riche, c'est très fin et c'est très rare. Dans les monuments Renaissance qu'il peut y avoir en Dordogne ou en Nouvelle-Aquitaine, quelle place elle occupe pour toi, cette chapelle? Je pense que c'est la première. On est vraiment dans un joyau. Pour toi, c'est la plus belle? Ah oui. Ah ouais? Ah si. Et c'est qu'elle est dans son état d'origine. État d'origine, donc sous-entendu mauvais état. Pourquoi elle n'est pas restaurée, cette chapelle? Périgueux, il y a beaucoup de monuments, ouais. Il y a des choix à faire. Comme les torts d'eau, elle est protégée par sa couverture et du coup, on va y venir. Et la commune, c'est sûr, n'aura de cesse que de la restaurer avec l'aide de l'État. Et il y aura du tourisme derrière. On va la présenter au tourisme sans tarder. Impossible de venir à Périgueux sans aller admirer le monument le plus célèbre, le plus spectaculaire, le plus surprenant, la cathédrale Saint-Front. Au Moyen-Âge, une immense abbaye est construite ici en lieu et place d'une première église. Au XIIe siècle, un incendie accidentel détruit l'édifice. Il est alors décidé de le rebâtir, mais le plan choisi est inédit. Car les architectes vont mettre en œuvre une vision rapportée des croisades en s'inspirant de l'église des Saints Apôtres de Constantinople, aujourd'hui Istanbul en Turquie. Vu du ciel, on distingue parfaitement sa forme en croix grecque et surtout les 5 coupoles qui lui confèrent sa silhouette alors unique en France. Périgueux célèbre ainsi le mariage du style byzantin et roman. Au XVIIIe siècle, Saint-Front est en très mauvais état, il pleut dans le chœur, au point que d'ailleurs on va carrément couvrir ces coupoles avec une charpente en bois et puis des tuiles, c'est-à-dire on en fait un parapluie. Heureusement, en 1852, on fait appel à un grand architecte, Paul Abadie. Exactement. Ça va être le chantier de sa vie, on peut dire ici. Oui. Viollet-le-Duc a proposé à l'origine une réfection de la couverture avec la tuile canal, mais il est remplacé par son ami Paul Abadie qui lui voit tout autrement. Il veut remettre de la pierre. Ce qui était d'ailleurs le matériau utilisé à l'origine, c'est ça? Exactement. Et donc Abadie nous remet de la pierre avec un modèle d'inspiration sur le vocabulaire romain. Il aime tellement ce monument, Paul Abadie, qu'il va s'en servir comme modèle pour un autre monument très connu dans le monde entier qui est à Paris et qui est... Le Sacré-Cœur de Montmartre. Viollet-le-Duc était le théoricien du gothique et son ami Paul Abadie, ici à Saint-Front, en fait son modèle pour en être le théoricien de l'art roman.
Aujourd'hui, il existe un parcours, hein, les visiteurs peuvent monter sur le toit, pas quand il pleut, comme aujourd'hui, mais j'ai eu moi la chance d'y aller par une belle journée ensoleillée. C'est un lieu quand même d'émotion extraordinaire quand on est là-haut. C'est une émotion, comme tu dis, on a presque envie de pleurer, de voir le travail qui a été fait sur ces cathédrales et le travail des ouvriers, ce qu'ils nous ont légué et qu'on a un devoir donc de transmettre. Périgueux est traversé par l'Isle, un affluent de la Dordogne. Cette proximité avec le cours d'eau a fait d'elle une importante capitale qui a traversé les siècles. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'on y trouve l'une des entreprises de restauration archéologique les plus réputées en France. La Socra, créée en 1964, est en partie installée à Paris, mais le siège, les ateliers sont toujours ici. Bonjour Richard. Bonjour Eric. Si je comprends bien, en quelques mètres dans ton atelier, j'ai déjà visité, entre guillemets, quelques grands monuments de France, quelques grands sites. Oui, tout à fait. C'est la spécificité de notre atelier en fait. On travaille partout en France, donc on a la chance d'accueillir dans nos ateliers des œuvres qui proviennent des monuments les plus prestigieux. Et c'est tout l'intérêt de notre activité. Ah, j'ai vu d'étranges canons là en arrivant, d'où ils arrivent. Alors c'est des canons qui arrivent des Invalides mais qui vont repartir en fait. Et ça rentre dans le cadre d'un grand projet de restauration des canons qui a débuté il y a déjà 2-3 ans pour les Jeux Olympiques en fait. Ça doit peser un peu quand même son poids, non? Il y a pour 47 tonnes de bronze, ouais. Bon, et là, mosaïque, si je comprends bien. Alors là, c'est l'atelier mosaïque. Là, on travaille sur notre grand projet JO, c'est la restauration des sols du Grand Palais. J'aperçois quand même tout au fond là-bas sur le mur une bien belle mosaïque qui m'évoque un artiste. Hein. Ouais, Fernand Léger, un artiste des années 50. C'est une mosaïque qu'on a restaurée pour un privé et ensuite cette personne a vendu sa collection. Voilà, et donc c'est un nouveau privé qui l'a racheté et qui va s'en servir sûrement pour décorer son intérieur. Autour d'une piscine, ça serait sympa. C'est pas mal. Donc tu continues à me faire découvrir, parce qu'il y en a partout des trésors. Oula! Alors ça, provient également de Paris. Programme JO, restauration du Grand Palais. C'est la fontaine qui orne le parvis côté Palais de la Découverte. C'est du marbre. Ah ouais. Ouais, on est donc sur des blocs de marbre de Carrare. Ah, j'ai envie de toucher. Hein. Je sais pas si vas-y. voilà. Elles ont été restaurées quasiment. Il reste juste des compléments de sculpture à réaliser. Donc on a fait des petites maquettes en terre pour que l'architecte valide les volumes. Et ensuite, donc, on va réaliser des bouchons, des greffes en marbre. Donc là, c'est à peine ébauché que l'on retravaillera pour compléter donc toutes ces parties manquantes. On a restauré les fissures, on l'a nettoyé, et ensuite il y a tout un travail de ponçage et de polissage. Toutes les carnations vont être polies, comme ça, un poli brillant. Ah ouais, là on voit bien la différence. Voilà. Hein, Et le reste sera laissé plutôt mat. Donc en gros, entre la dépose et la repose, il y aura eu 4 mois de travail, à 3-4 personnes en moyenne. Excuse-moi, hein, je change le regard parce que bon, il est attiré par voilà ce qu'il y a ici, c'est une magnifique mosaïque. Bon là, elle arrive d'où? Alors elle arrive de Notre-Dame. Je t'avoue qu'on l'a sortie. Notre-Dame de Paris. Pour toi. Ouais, Notre-Dame de Paris, ouais. C'est une mosaïque en fait qui était une sorte de tableau qui ornait les murs d'une chapelle dans Notre-Dame. La chapelle de Notre-Dame de Guadalupe, elle était réalisée sur un support en béton. Donc c'était un tableau mais qui était intransportable. Et suite à l'incendie, le régisseur de la cathédrale nous a demandé s'il était possible de la rendre plus légère. Donc c'est l'une des caractéristiques de notre atelier, c'est qu'on est capable de retirer le support en béton et de le remplacer en fait par une structure en nid d'abeille qui est très résistante mais beaucoup plus légère. Donc on avait une mosaïque qui faisait à peu près 250 kg et qui maintenant en fait 60. Parlons-en de Notre-Dame de Paris. Avril 2019, vous réceptionnez ici, dans les ateliers de Périgueux, les statues des apôtres en cuivre qui avaient été installées au 19e siècle par Viollet-le-Duc. Et quelques jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? La cathédrale prend feu. On a déposé ces statues le 11 avril. C'était un jeudi. Elles sont arrivées le 12, le vendredi, et la cathédrale prenait feu le lundi suivant. Ce sont des miraculés, on peut dire. Miraculés parce qu'elles se trouvaient à la base de la flèche. Et tout le monde a les images en tête de la flèche qui s'effondre sur elle-même. Les statues auraient été en place, elles auraient été complètement concassées, brisées. Je crois que tu étais à Paris d'ailleurs le jour de l'incendie. Tu l'as vécu comment cette journée-là, toi, été, l'amoureux du patrimoine? Ça a été terrible.
Et ça a été un traumatisme. J'ai mis presque 2 ans à en parler sans avoir envie de pleurer. Ouais. À ce point-là? Ah ouais, non, c'était terrible. On a un métier qui nous oblige à conserver le maximum de témoins du passé. C'est-à-dire que la moindre écaille de peinture, le moindre geste de l'artiste sur une pierre, on va essayer de le conserver, de le transmettre. Et là, en une nuit, on perdait toute la couverture, toute la charpente de Notre-Dame. Ça a été assez traumatisant, ouais. Bon, je dois vous l'avouer, à chaque fois que j'ai l'occasion, et c'est plutôt rare de venir dans un atelier de restauration, je suis un peu comme un fou, un peu comme un gamin. Je me pose des questions. D'où vient cet objet? Quelle est son histoire? J'admire toutes ces personnes qui ont le geste sûr, le savoir-faire, et j'ai surtout la sensation d'être un privilégié parce que généralement, on voit l'avant ou l'après-restauration, mais jamais le pendant. Alors, la spécificité de Socra et son atout, c'est qu'on travaille sur plusieurs domaines d'activité et sur plusieurs matériaux. La mosaïque, la pierre, mais aussi le métal. Et en l'occurrence, là, on travaille sur de la feuille de laiton. C'est un élément décoratif qui provient du cinéma La Pagode à Paris. Voilà. Et donc c'est toi qui travailles dessus, ton prénom c'est? Romain. Bon, qu'est-ce que tu es en train de faire exactement? Donc là, je suis en train de reproduire une pièce décorative en laiton, telle que celle-ci. Et j'utilise pour ça un procédé donc, très ancien, le même procédé qui a été utilisé pour fabriquer la première pièce. C'est de la ciselure au trait par repoussage du métal. Donc pourquoi repoussage? Parce qu'en fait, je viens repousser le métal à l'aide de mes ciselets et donc à l'aide d'un marteau, et je viens suivre le trait de chaque décor. J'imagine quand même que ça demande une extrême précision, parce que si tu tapes trop fort, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi d'ailleurs l'épaisseur là? Alors on est sur du 2 mm d'épaisseur. C'est pas gros. C'est pas épais, donc il faut y aller avec parcimonie et faire bien attention. Le risque, c'est de donner un mauvais coup, et là c'est irrattrapable. Donc. Alors là, j'ai vu tu es sur une courbe mais large, mais par contre là, le petit recoin que tu veux faire, il n'est pas évident celui-là. Ah, là c'est pas évident, là il faut, voilà, c'est des techniques. Donc je vais pencher mon ciselet et je vais venir tourner doucement pour réussir à le marquer, et ça nous fait voilà l'arrondi. Romain, il y a une école pour apprendre ce que tu fais, ou ça s'apprend ici sur le terrain? Ça s'apprend ici sur le terrain avec les connaissances des collègues qui sont toujours d'accord pour nous apprendre le maximum de choses. Voilà. C'est ce qui marque, c'est ton sourire. Ah ben merci. Non mais c'est toujours, vrai, mais je suis très heureux. Oui, vraiment. Je suis très heureux de faire ça. C'est un métier qui me passionne, et travailler avec des techniques anciennes, presque ancestrales, je dirais. Hein. C'est magnifique de pouvoir réapprendre ces gestes et de les refaire pour pouvoir redécorer un cinéma aussi beau que celui de La Pagode. Question plus personnelle, à quel moment en fait tu as décidé de travailler dans ce domaine du patrimoine, de la restauration? Alors, si j'écoute mes parents, c'est à l'âge de 3 ans. Quelle en faisant vocation! des trous partout dans le jardin pour sélectionner les plus beaux cailloux. En fait, depuis mon plus jeune âge, je suis né dans une région riche aussi en histoire. Je viens de l'Aude, donc avec toute la mythologie autour des cathares, des châteaux cathares. Donc très tôt, j'ai baigné dans cette ambiance. Donc tu fais partie des gens qui pensent que le patrimoine et l'histoire, c'est une aventure. Effectivement, on a la chance, l'opportunité d'être à des endroits où les gens ne vont pas, et observer des décors qui sont à 20-30 mètres de hauteur, de les avoir dans l'atelier, de les toucher, et ensuite la satisfaction lorsqu'on se balade à Paris ou ailleurs en France et de voir les monuments que l'on a restaurés. Ouais, c'est très valorisant. Ouais. Je retrouve, comme prévu, Thierry, qui a décidé de m'emmener à environ 1 heure de route de Périgueux pour admirer un endroit qui lui tient à cœur. La grotte de Villars, située à proximité de Brantôme. Thierry fait en effet partie du Spéléo Club de Périgueux, une association qui a plus de 70 ans d'existence, à l'origine de très nombreuses découvertes du patrimoine souterrain périgordin. Concrétion, draperie, stalagmite, fistuleuse, on ne sait où porter le regard tant il y a de merveilles. C'est une grande grotte, la grotte de Villars? C'est la
plus grande du département par son développement. Elle fait environ 13 km. Ah, c'est énorme. Environ, ouais. Ah, ouais. Donc l'hiver 53, une petite équipe du Cyclo-Club de Périgueux arrive à Villars, rencontre le propriétaire, M. Armand Versavo, qui, lui leur dit « Mais je connais sur mon domaine une petite grotte qui fume bien l'hiver, et ça veut dire qu'il y a un échange thermique entre l'extérieur et l'intérieur. » Et les spéléos ont commencé l'exploration, 500 mètres, les 2 premiers jours, et plus tard 1 kilomètre, quelques semaines après, jusqu'à faire 3 kilomètres la première année. Et ce club spéléo de Périgueux a eu la chance de petit à petit découvrir une des plus belles du département, par son concrétionnement très dense, très riche. Et chaque salle que tu vois ici, il y en a autant ailleurs. Toutes les galeries le sont ainsi, concrétionnées très richement. C'est cette eau qui ruisselle, qui crée ces formes incroyables. Mais il faut un temps fou pour créer... ce qu'on a au-dessus de nous, là, qui fait que quasiment 3-4 mètres. Eh oui. Il y a une échelle de temps, on arrive à avoir l'idée de... Oui, mais justement, on peut dire une échelle environ quelques millimètres par an. Tout dépend de la pénétration de l'eau sous terre. Donc ça Et signifie, environ quand quelques on millimètres. regarde des grandes concrétions comme ça, c'est plusieurs centaines de Bien milliers sûr, d'années, bien voire sûr, même plus. par Hein. endroits, bien sûr. Comme tu dis, des centaines de milliers d'années pour former ce type de formation de calcaire. Bonjour Catherine. Bonjour Eric. J'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi ton grand-père a décidé d'ouvrir cette grotte au public. Alors, la grotte a été découverte en 1953, mais en 1958, les spéléologues ont fait une autre découverte extraordinaire. Ils ont découvert des peintures préhistoriques dans la grotte. Et mon grand-père a décidé de se lancer dans l'aventure. En fait, il était agriculteur. Ça a permis à ma famille, à ce moment-là, d'ouvrir un petit peu le champ de leurs connaissances. Ils ne s'étaient jamais intéressés à tout ça. Et puis, tout d'un coup, ils se sont mis à fréquenter des préhistoriens, à fréquenter des géologues, etc. Combien y a-t-il de peintures au total ici? Puis quelles sont leurs particularités? Alors, on a une soixantaine de traces. Il ne s'agit pas que de peintures figuratives. Attention, il y a aussi des cygnes, des nappes de poing et des animaux. Essentiellement des chevaux, bisons, bouquetins et une scène très particulière entre un bison et un homme. Les peintures ici ont environ 20 000 ans. Donc on est quasiment contemporain avec la grotte de Lascaux, absolument. Oui, tout à fait. Alors ça veut dire que toi, toute petite, tu venais ici, oui. t'as baigné dans ça, toi? Bien sûr, oui. Moi, depuis toute petite, j'étais dans la grotte, je suivais les guides. Dès l'enfance, on se sent dépositaire de quelque chose d'extraordinaire. C'est pas du bâti, c'est quelque chose de plus profond, forcément, une grotte, sans jeu de mots, c'est vrai. Et c'est vraiment un patrimoine incroyable. Ouais. J'imagine l'émotion d'un spéléologue qui découvre une salle comme celle-ci, un plafond de concrétion. C'est vraiment un terrain d'aventure pour toi, la spéléo? Eh bien oui, effectivement, naturel, dans un cadre idyllique. Et puis, c'est ça, toujours chercher de nouvelles galeries, toujours aller plus loin, encore plus loin. Et puis, voilà, on ne s'arrête jamais, quoi. On a toujours envie d'aller encore au-delà. Est-ce que quand on est un aventurier, je le disais, comme toi, est-ce qu'à un moment on est satisfait? Est-ce que la quête a un objectif qu'on peut atteindre? Je ne crois pas. L'engagement est physique, mais je pense qu'en fait, on a une soif d'aventure, une soif de découverte. Elle est tellement immense qu'elle ne s'arrêtera jamais, je pense. Retour à Périgueux pour mon coup de cœur, le musée gallo-romain Vézuna, fruit là encore d'une incroyable histoire. 1959, on décide de construire sur ce terrain des HLM. Aux surprises, on découvre en creusant des murs antiques. Une domus, grande villa aristocratique, richement décorée, avec des mosaïques, des peintures murales, un sauna privé.
On confie alors à l'architecte Jean Nouvel le soin de concevoir un musée pour abriter les vestiges et accueillir les riches collections. La rencontre entre ce témoignage historique vieux de 2000 ans et ce bâtiment contemporain raconte bien cette passion française pour le patrimoine, faite d'un appétit pour l'histoire, le passé, sans pour autant renoncer aux rêves de modernité.